Il existe un silence qui n'apporte pas la paix, mais un poids. C'est le silence qui demeure lorsque l'écho des voix ne trouve plus de mur où se heurter, lorsque l'air semble suspendu dans un intervalle entre ce qui a été dit et ce qui ne le sera plus jamais. C'est le son de tout ce qui s'est envolé, d'une personne, d'un lieu, d'une époque, d'une idée qui s'est effondrée en vous. Certains appellent cela la solitude, mais c'est peut-être autre chose. L'instant précis où le voile tombe et où le monde révèle sa structure nue, sans artifice, sans mensonge, sans visage pour masquer le vide. C'est là, dans cet intervalle, que commence la véritable rencontre, non pas avec l'autre, mais avec ce que vous avez toujours refusé de voir en vous. Carl Jung disait que l'homme moderne ne se perd pas par manque de chemin, mais par leur excès. Nous vivons entourés de voix, de visages, de promesses, de distractions, un labyrinthe de possibilités qui nous retient prisonniers plus fort que n'importe quelle cellule. Car une liberté qui se multiplie sans direction devient une prison déguisée. Et le prix de la libération n'est pas négligeable. Il exige d'abandonner le besoin d'être indispensable. Celui qui ose se retrouver seul avec son propre silence pénètre sur un territoire sacré et dangereux. Là, chaque pensée est une lame, chaque souvenir une ombre qui réclame d'être reconnue. Et la plupart fuient avant même de comprendre ce qui s'y cache. Mais qu'advient-il de ceux qui restent? À qui tend-on le miroir? Que naît-il après l'effondrement de tout ce qui est faux? Cette question silencieuse et insistante est l'axe caché de ce voyage. Il ne s'agit pas de rejeter le monde ou les gens, mais de désamorcer le mensonge selon lequel nous leur appartenons. On nous a appris à nous mesurer à la présence des autres. Amour, famille, applaudissements, validation. Tout ce que nous sommes, dit-on, est confirmé par le regard des autres. Mais que se passe-t-il si personne ne regarde? Que se passe-t-il si soudain, tous les regards se ferment? Que reste-t-il? Vient un moment inévitable où l'âme, lasse de se contenter de miettes d'affection, aspire au désert. Non pas le désert du manque, mais le désert de la clarté. Dans le désert, point de distraction. Le soleil révèle tout. La chaleur consume les illusions jusqu'à ne laisser subsister que l'essentiel. C'est en ce lieu que Jung percevait la rencontre avec l'inconscient, avec les images archétypales qui nous gouvernent à notre insu. Il disait que l'homme doit descendre dans son propre enfer, trouver les démons qu'il a engendrés, embrasser le monstre qu'il est, avant de pouvoir se considérer comme entier. Ce n'est pas un chemin de confort, c'est un chemin d'intégration. Et toute intégration commence par la perte. La perte est le premier rite. Perdre des êtres chers, des projets, des certitudes. Perdre le besoin d'avoir raison. Chaque perte déchire une couche de l'ego. Et sous chaque déchirure se cache une voix ancienne et étouffée qui commence à s'éveiller. C'est la voix du soi, non pas le jeu quotidien, mais l'essence qui observe en silence, qui existe au-delà des masques. Lorsque cette voix commence à se manifester, le monde extérieur perd son emprise. Opinion, affection, hiérarchie, tout semble lointain, presque insignifiant. Ce qui était autrefois essentiel sonne désormais comme un bruit. Ce qui était autrefois désir pèse maintenant lourd. C'est à ce moment que la peur apparaît, car l'ego ne veut pas mourir, il veut se justifier. Il dira que vous êtes froid, que vous avez perdu votre empathie, que vous devez renouer le contact. Mais peut-être que ce qu'il craint, c'est précisément la liberté de ne plus en avoir besoin. La liberté de ne pas avoir besoin est comme un lac plein. Jung disait que l'inconscient est comme une étendue d'eau profonde et que chaque être humain tente de construire un pont pour éviter d'affronter ce qui se cache dans les profondeurs. Mais le pont finit toujours par céder. Le lac déborde. La vie, avec sa précision symbolique, trouve toujours le moyen de rompre l'équilibre que l'ego essaie d'imposer. Et lorsque l'eau envahit le terrain, tout ce qui était solide se dissout. C'est effrayant, mais c'est aussi le commencement de la vérité. Le lac plein est une métaphore de l'âme accomplie, celle qui n'a plus besoin de mendier la moindre reconnaissance car elle est devenue une source. Mais ce débordement a un prix, la perte de repères. Les relations entretenues par le besoin se révèlent fragiles. L'amour qui offrait un refuge se mue en dépendance. Les alliances fondées sur le besoin commencent à se fissurer. On réalise alors que nombre de liens humains sont des pactes de peur. Peur de la solitude, peur de l'invisibilité, peur de n'avoir personne à blâmer. Lorsque le lac déborde, ces flaques asséchées perdent leur sens. Ce qui semblait jadis solidarité se révèle être un désespoir collectif. Nous sommes comme des poissons qui ont appris à se lécher mutuellement pour survivre, oubliant que le lac est là, tout près,
attendant celui ou celle qui osera nager seul. La véritable communion, disait Jung, n'est possible qu'entre êtres entiers, et nul n'est entier tant qu'il en a besoin. La plupart des gens désirent l'autre non par amour, mais par manque. Ils veulent être complets, sauvés, reconnus, et ce lien est comme une chaîne déguisée en étreinte. Il étouffe, consume, épuise. Lorsqu'on le découvre, quelque chose en soi se brise, non pas comme un effondrement, mais plutôt comme un accouchement. La douleur est immense, mais l'air qui suit est pur. Et alors surgit la question qui distingue ceux qui s'éveillent de ceux qui se rendorment. Désires-tu encore appartenir à un groupe? L'appartenance est un verbe séduisant. Elle promet sécurité, identité, chaleur, mais elle exige aussi l'obéissance. Le groupe accueille, mais exige. L'amour réchauffe, mais enchaîne aussi. Le nom que l'on reçoit s'accompagne d'un cadre invisible qui dicte ce que nous pouvons ou ne pouvons pas être. Et lorsque nous tentons de nous en affranchir, le monde réagit. Les amis prennent leur distance, les membres de la famille s'offensent. Le silence social pèse lourd. Mais c'est précisément à ce moment que naît l'âme libre. Jung appelait ce processus l'individuation, l'acte de devenir qui l'on est, même si le monde ne le comprend pas. C'est le mouvement qui consiste à rompre le cycle de la répétition, à abandonner le rôle qui nous a été attribué et à écrire une nouvelle histoire de nos propres mains. L'individuation n'est pas la solitude, c'est la souveraineté. Et voici l'ironie. Quand on cesse d'avoir besoin de l'autre, c'est là que le véritable amour devient possible. Car l'amour libre naît de l'abondance, non du manque. Il ne cherche pas à combler, mais à partager. C'est le lac qui, plein, alimente la rivière par générosité, non par désespoir. L'amour de l'être pleinement réalisé ne demande rien. Il coule simplement. Il n'enchaîne rien. Il touche simplement. Il ne promet pas l'éternité, seulement la présence. Et cette présence est si rare que beaucoup la confondent avec de la froideur. Mais c'est tout le contraire. C'est la pureté, la lucidité, un silence immatériel. Tout cela paraît magnifique dit comme ça, mais terrible à vivre, car se libérer du besoin, c'est une sorte de mort psychologique. Le moi social doit mourir pour que le vrai moi puisse naître. Et ceux qui ont traversé ce processus le savent. La mort de l'ego ne se produit pas une seule fois, mais à maintes reprises. Chaque fois qu'une croyance se dissout, chaque fois qu'une relation prend fin, chaque fois que l'on découvre que ce que l'on appelait amour n'était que peur, une nouvelle couche disparaît, jusqu'au jour où l'air change. On réalise que l'on respire différemment, que la solitude ne fait plus mal, elle rayonne, que le silence ne pèse plus, il nous enveloppe, que l'absence n'est pas une perte, elle est un espace. Le lac est plein. Mais c'est là que surgit une idée troublante, presque comme un murmure. Et si le lac commençait à se retirer à nouveau? Et si, au fond, les êtres humains avaient toujours besoin d'alterner entre plénitude et pénurie pour continuer d'avancer? Et si la liberté absolue n'était qu'une prison déguisée? Le lac peut-il rester plein éternellement? Ou bien le cycle est-il inévitable? Et le vide revient-il pour nous rappeler qu'il existe encore des profondeurs inexplorées? Ces questions restent sans réponse, pour l'instant. Mais le voyage a commencé. Et une fois le chemin emprunté, il n'y a plus de retour en arrière. Le silence a déjà été entendu. Le lac a déjà été aperçu. Et quiconque le verra ne se contentera plus jamais de simples flaques d'eau. Un lac plein n'élimine pas l'affection. Il la transforme simplement. Dans un lac plein, les poissons peuvent nager ensemble, mais ils n'ont pas besoin de se toucher pour survivre. Ils ont le choix. Et c'est là l'essentiel. La fin du besoin n'est pas la fin du lien. C'est le début de la liberté. Ne pas avoir besoin de personne n'est pas un signe d'ingratitude. C'est être libre. Et la liberté, parfois, est plus précieuse que n'importe quelle étreinte forcée. Aujourd'hui, à cet instant précis, des millions de personnes dans le monde goûtent aux prémices d'une vie sans dépendance. Certains ressentent de la solitude, d'autres du soulagement, d'autres encore simplement l'émerveillement de réaliser qu'enfin, ils respirent par eux-mêmes. Tous apprennent à nager. La véritable liberté commence lorsqu'on réalise qu'on n'a besoin de personne. Et cela nous effraie. Cela nous effraie car, dès notre naissance, on nous a conditionnés à croire que l'absence de besoin est de la froideur, que l'amour n'est réel que lorsqu'il fait mal, que l'abandon n'est sincère que lorsqu'il nie le moi. Nous grandissons en entendant des histoires qui confondent sacrifice et vertu, soumission et tendresse. Et puis, quand le silence s'installe, l'instinct est de le combler.
Nous cherchons quelqu'un, n'importe qui puisse nous distraire de nous-mêmes. Mais vient un moment où le vide refuse toute compagnie, et il ne reste plus qu'à se retrouver face au miroir intérieur, celui où il n'y a pas de public, seulement le reflet de ce que l'on est vraiment quand personne d'autre ne nous observe. Carl Jung disait que la solitude ne vient pas d'un manque d'autrui, mais de l'incapacité à communiquer l'essentiel. L'âme solitaire est celle qui a trop vu, qui a ressenti l'abîme entre la parole et l'être. Et pourtant, c'est dans cette solitude que la conscience s'épanouit. Certains ne s'éveillent qu'après une perte dévastatrice, une rupture, une trahison, une faillite. Soudain, le sol se dérobe sous leurs pieds et pour la première fois, le bruit disparaît. C'est dans ce vide que la vérité s'infiltre et elle ne se manifeste jamais à voix haute. Elle arrive comme un souvenir, une prémonition, une étrange sensation que quelque chose en vous a toujours su ce que l'autre ne pouvait vous donner. Imaginez une personne assise sur le canapé, après des années d'une vie soigneusement orchestrée. La maison est silencieuse, le téléphone portable est loin, l'air est lourd, tout semble intact, les meubles, les photos, les rendez-vous, mais quelque chose d'essentiel s'est dissous. Cette personne ressent de la peur, mais aussi une étincelle de liberté. Pour la première fois, il n'y a personne à satisfaire, personne à blâmer, personne à interpréter, seulement l'espace. Et en son sein, une présence ancestrale s'éveille, timide, mais vivante. C'est l'âme qui réclame le pouvoir qu'elle a abandonné par amour, par culpabilité ou par habitude. C'est le début de la reconstruction invisible que Jung considérait comme le premier pas vers l'individuation. Le monde contemporain rend ce processus encore plus complexe. Nous vivons submergés par un flot incessant de stimuli, comme si le bruit était un anesthésiant. La solitude s'est muée en échec social. Être seul est devenu synonyme de défaite. Or, il existe un gouffre entre être seul et se sentir seul. Être seul est un état physique. Se sentir seul est un état de l'âme. Et il y a des gens entourés de mondes qui vivent dans un désert intérieur, n'ayant jamais entendu le souffle de leur propre respiration. Lorsque le bruit cesse, le cœur se révèle, et il n'est pas toujours beau. C'est pourquoi tant de gens fuient. Mais il y a aussi ceux qui choisissent de rester. Ils demeurent assis au milieu du vide et disent « C'est bon, je peux supporter de m'écouter ». Ce sont ceux-là qui se mettent à nager dans le lac plein. Ce sont ceux qui découvrent que la véritable affection naît de l'abondance, non du manque. Ils aiment encore, mais autrement. Ils ne cherchent pas la moitié, ils cherchent un miroir. Ils n'exigent pas de promesses, ils cherchent la présence. Un regard, une conversation, un contact suffisent, car la rencontre ne vient pas de la faim, mais de la plénitude. Jung appellerait ce moment une réconciliation entre le conscient et l'inconscient, l'instant où le moi cesse de lutter contre lui-même et devient suffisamment entier pour voir l'autre sans distorsion. Dès lors, le quotidien se transforme. Les mêmes choses, le travail, les embouteillages, le dîner, les conversations, prennent un autre rythme. Le temps semble s'étirer. Les petits gestes prennent de la profondeur. Un café pris en solitaire devient un rituel. Le coucher de soleil, auparavant inaperçu, est désormais une présence vivante. Il y a quelque chose de sacré dans la simplicité, lorsque le regard ne cherche plus à se distraire. Et, paradoxalement, c'est dans cet état de sérénité que les relations authentiques s'épanouissent. Car ceux qui sont autonomes ne craignent pas la perte. Et ceux qui ne craignent pas la perte n'éprouvent pas le besoin de contrôler. Mais la liberté est aussi un miroir trompeur. Nombreux sont ceux qui, une fois acquises, se sentent étrangers, comme s'ils avaient cessé d'appartenir à leur propre espèce. Ils commencent à percevoir clairement les jeux émotionnels, ce qui les isole davantage. Un dîner entre amis peut se transformer en un théâtre éveillé, où chaque mot a une fonction et chaque rire dissimule une tension. Les relations, autrefois naturelles, prennent des allures de performance. C'est comme si le voile s'était déchiré et qu'il était devenu impossible de croire à la réalité. Jung disait que l'éveil de la conscience est toujours un acte de séparation, et toute naissance s'accompagne de douleur. Il y aura des moments où le lac vous semblera désert, la boue vous manquera. Le besoin, le drame, l'urgence qui donnait du sens à la vie vous manqueront. Vous aurez envie de retomber dans la dépendance, juste pour éviter d'affronter le vide du choix. C'est naturel. L'ego réclame un rôle, de l'importance, une histoire. Mais le soi, silencieux, observe simplement. Il sait que retourner à la boue serait une régression,
une tentative de revivre ce qui a déjà été surmonté. Alors, il attend, et peu à peu, la surface de l'eau s'apaise, le reflet revient. Et en lui, vous vous voyez, non plus comme quelqu'un qui a besoin d'être aimé, mais comme l'amour incarné. La transformation n'est pas linéaire, elle s'insinue dans les petites choses. Un jour, on réalise qu'on ne réagit plus automatiquement, on ne cherche plus l'approbation d'autrui. Une insulte ne blesse plus, elle nous traverse simplement. Que les compliments ne nous élèvent plus, ils nous effleurent, puis disparaissent. C'est la marque de celui ou celle qui a commencé à vivre en harmonie avec son être profond, et non plus à la périphérie. Jung disait que ce centre est le soi, la totalité qui nous habite et se manifeste lorsque l'ego s'incline enfin. C'est à ce moment-là que nous cessons d'être réactifs et devenons créateurs. La vie cesse d'être subie et devient une action qui émane de nous. Et alors, un phénomène curieux se produit. Les gens recommencent à se rapprocher, mais c'est différent. Ce n'est plus par besoin, mais par harmonie. On ne cherche plus à combler des manques, mais à partager une plénitude. Les conversations sont plus lentes, plus sincères, presque naturelles. On ressent moins le besoin de convaincre, plus la volonté de comprendre. L'amour qui naît de cet état est silencieux, mais puissant. Il ne promet rien, ne jure rien, n'engage rien. Il est, tout simplement. Et c'est précisément pour cela qu'il perdure. Pourtant, ce chemin recèle un mystère. Parfois, le lac semble menacé de se retirer à nouveau. Un nouvel amour, un nouveau défi, une nouvelle douleur. Et soudain, la vieille boue se fait de plus en plus présente. On ressent le désir de fusionner, de dépendre, d'être protégé. Et alors, on comprend que la liberté n'est pas un état figé, mais un exercice quotidien. Le lac plein n'est pas un accomplissement éternel, c'est un équilibre en mouvement. Et c'est peut-être là le vrai secret. Apprendre à nager même lorsque le niveau de l'eau fluctue. Ne pas désespérer quand les rives se rapprochent, ni se perdre quand l'horizon s'étend à perte de vue. La liberté n'est pas la fin de l'amour, elle est sa purification. Un lac plein n'est pas le paradis, il est le reflet de ce que nous pouvons devenir lorsque nous cessons de craindre nos propres profondeurs. Et pourtant, il y a plus encore à venir, quelque chose qui palpite encore sous la surface. Car si la liberté est l'absence de besoin, qu'y a-t-il après? Que se passe-t-il lorsque l'être humain, enfin libre, découvre que même la solitude la plus totale peut cacher une nouvelle forme de prison? La réponse demeure dans les eaux, attendant encore la prochaine plongée. Et c'est précisément là, à cet endroit où le lac semble se muer en miroir et où le miroir prend de la profondeur, que se dessine la troisième partie de ce voyage, le moment où l'être libéré doit décider quoi faire de sa liberté. La dépendance affective est un mensonge romantique. La véritable maturité émotionnelle, spirituelle et existentielle ne commence que lorsqu'on cesse d'avoir besoin des autres, lorsqu'on est capable de se retrouver seul, sans public, sans sauveur, et de dire « je suis suffisant ». Dès lors, toute présence est un cadeau, jamais plus une béquille. Nous aspirons à appartenir, et en appartenant, nous nous perdons. C'est l'une des contradictions les plus cruelles de l'expérience humaine. La communauté promet chaleur, mais exige conformité. Elle promet soutien, mais impose la surveillance. C'est le dilemme ancestral de ceux qui rejoignent un groupe. S'adapter ou disparaître. Le désir d'appartenance est réel. Il est inscrit dans notre être même, dans chaque geste de proximité. Nous sommes des êtres qui recherchons des liens. Mais qu'exigent ces liens de nous? Le petit village, le groupe de travail, la conversation familiale, le cercle d'amis, tous partagent une structure invisible, presque biologique. La paix est fragile et la liberté conditionnelle. L'appartenance est une monnaie d'échange, et son prix est l'authenticité. Ceux qui ne sont pas d'accord sont perçus comme une menace. Ceux qui pensent différemment sont isolés. Jung a vécu cela en silence, réalisant que chaque lien porte une ombre, un contrat implicite entre soi et le reflet de l'autre. L'amour, écrivait-il, entraîne toujours le renoncement partiel à l'autonomie. Il n'y a pas de coexistence sans une certaine limitation. Mais dans quelle mesure la limitation est-elle saine? Et quand devient-elle un emprisonnement? Combien de fois vous êtes-vous senti obligé de rire de quelque chose qui ne vous faisait pas rire, simplement pour préserver l'harmonie? Combien de fois avez-vous accepté une invitation que vous ne désiriez pas, dit oui, alors que vous pensiez non, juste pour ne pas paraître froid ou ingrat? Ces petits gestes tissent la toile invisible de la dépendance sociale. Et le plus dangereux, c'est que cela semble inoffensif. Chaque concession paraît insignifiante.
jusqu'au jour où vous réalisez que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. C'est alors que naît le malaise, d'abord comme un murmure, puis comme un cri intérieur. Que restera-t-il de moi quand j'arrêterai de jouer la comédie? La réponse est simple et dévastatrice. Vous serez laissé pour compte. Et c'est ce qui est le plus terrifiant. Car la plupart des gens ne cherchent pas à se trouver eux-mêmes. Ils veulent se trouver une version d'eux-mêmes qui sera acceptée. Jung appelait ce théâtre social la persona, le masque nécessaire pour vivre en société. Mais lorsque le masque se confond avec le visage, l'être se sent mal. Il commence à se définir par les attentes des autres. Les louanges deviennent carburant, les critiques, poison. C'est dans ce cycle que naissent les névroses modernes. Le sentiment constant de ne pas être à la hauteur de quelque chose que personne, en réalité, n'exigeait. Et si l'appartenance était une forme d'évasion? Et si le besoin d'être avec les autres n'était qu'un masque dissimulant l'incapacité d'être avec soi-même? Pensons aux foules en quête incessante de distraction. Barres bondées, flux d'informations interminables, bruit qui comble le temps et étouffe la pensée. La peur du vide est le moteur de la civilisation. Nous vivons connectés pour ne pas avoir à écouter ce que le silence dirait. Mais le silence n'est pas l'ennemi. Il est le miroir que l'ego redoute. Jung a écrit que la solitude est le champ où le soi se manifeste. C'est là que l'être entame un dialogue avec ses profondeurs, avec les figures symboliques qui habitent l'inconscient. Ce dialogue n'est pas aisé. Des ombres surgissent, des désirs inavoués, des culpabilités enfouies. L'inconscient n'est pas un abîme vide. C'est un archipel vivant d'images. Chaque émotion refoulée se métamorphose en une figure, chaque peur en une présence. Lorsque vous fermez les yeux et que vous vous écoutez avec courage, vous découvrez que vous n'avez jamais été seul. Vous avez toujours été entouré de multiples facettes de vous-même qui réclament une voix. Mais combien ont le courage d'affronter cette assemblée intérieure? Combien préfèrent l'illusion d'appartenir à cette rencontre radicale avec eux-mêmes? Le groupe offre un miroir rassurant. Le silence offre un miroir véritable. Et la vérité a un prix. Elle défait les rôles, dissout les certitudes et désarme le besoin d'approbation. C'est un processus qui semble destructeur, mais qui est purificateur. Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil sans confrontation avec l'ombre. Ce que vous appelez crise n'est peut-être que l'âme qui tente de se réorganiser. Et si cette réorganisation exigeait la séparation? Et si, pour être entier, il fallait rompre tous les liens qui nous protégeaient? C'est le passage le plus redouté. Certains préfèrent la captivité familière à une liberté incertaine. C'est compréhensible. La captivité a des règles claires. La liberté est sauvage, indomptée, solitaire. Mais c'est dans la liberté que l'esprit s'épanouit. Carl Jung pensait que le chemin de l'individuation n'est pas une fuite du monde, mais une intégration à celui-ci, bien que consciente. Seuls ceux qui parviennent à se détacher sont véritablement prêts à y revenir. Imaginez quelqu'un qui décide, un jour, de se retirer. Non par mépris, mais par saturation. Il éteint son téléphone, ne répond plus aux messages, ne prend plus de rendez-vous. Au début, le silence est assourdissant, puis il devient un baume. Sans bruit, la perception change. Le temps ralentit, le corps retrouve ses sensations. Les matins cessent d'être pressés, les nuits cessent d'être angoissées. C'est dans cet intervalle que l'être humain redécouvre ce que signifie être vivant. L'air a une odeur, la lumière une texture. L'esprit, auparavant occupé à plaire, se met à créer. Mais alors surgit le paradoxe. Plus vous vous libérez du besoin de l'autre, plus vous commencez à le voir tel qu'il est vraiment. Le jugement s'estompe, l'empathie s'épanouit. Vous comprenez que la plupart des gens vivent dans l'ignorance, non par malice, mais par peur. Et la peur est toujours compréhensible. C'est cette même peur qui vous empêchait autrefois de vous lancer. À ce stade, l'éveil n'engendre pas l'arrogance, mais la compassion. L'être éveillé ne se sent pas supérieur, seulement lucide, et la lucidité est silencieuse. Est-ce pour cela que les sages semblent toujours si seuls? Non par misanthropie, mais par saturation sonore, car le bruit empêche le mystère d'être perçu. Jung concevait le mystère comme une présence intérieure, quelque chose qui se manifeste dans les rêves, les coïncidences, les impulsions inexplicables. Lorsque nous cessons de rechercher l'approbation et commençons à écouter, le monde se révèle vivant. Des synchronicités apparaissent, de petits signes qui semblent de simples coïncidences, mais qui parlent avec une précision symbolique. La vie se met à répondre. Mais êtes-vous prêt à entendre ce qu'elle a à dire?
Êtes-vous prêt à réaliser que ce que vous appelez destin n'est peut-être qu'un reflet de ce que vous vous êtes enfin autorisé à voir? La réalité n'est pas statique, elle se plie à la conscience. Plus vous êtes éveillé, plus le monde se réorganise autour de vous. Et cette découverte est à la fois libératrice et effrayante. Car si tout est reflet, il n'y a plus de coupables, il n'y a plus de victimes, il n'y a que des miroirs. C'est à ce moment précis que le lac se transforme en miroir. Tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui vibre à l'intérieur. Relations, pertes, rencontres, tout prend un sens différent. Le monde cesse d'être un décor et devient un symbole. Et alors, surgit l'ultime mystère de cette partie. Si le miroir reflète tout, y compris ce que nous ne voulons pas voir, continuerez-vous à le regarder? La plupart se laissent distraire, retournent au groupe, à la routine, à la sécurité rassurante de l'appartenance. Mais certains persistent, ceux qui affrontent le reflet jusqu'au bout, même si cela les détruit. Ce sont eux qui franchissent la troisième frontière, l'instant où l'amour de soi cesse d'être un concept et devient une force cosmique, une vibration qui relie toutes choses. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas de s'isoler, mais d'appartenir autrement, non plus par besoin, mais par pleine conscience. Et c'est à ce moment précis, lorsque l'être humain comprend enfin que le monde extérieur est une extension de sa propre psyché, que la question suivante commence à se former, lentement, inévitablement, comme le signe avant-coureur d'une nouvelle révélation. Que se passe-t-il lorsque le miroir décide de regarder en arrière? Combien de fois avons-nous ravalé des opinions, omis des idées, ou nous sommes-nous trahis en silence, simplement pour continuer à appartenir à un groupe? Combien de fois sommes-nous restés là où nous ne voulions pas être, prisonniers non pas de barreaux, mais d'attentes? Partir semble simple, mais partir, c'est se libérer d'une toile invisible faite de regards, d'habitudes et de souvenirs partagés. Il est facile de confondre appartenance et sécurité, mais le groupe ne nous protège pas, il nous façonne. Et parfois le prix qu'il exige en échange de sa chaleur humaine est trop élevé, notre propre singularité. Carl Jung disait que le danger de la coexistence est de se perdre dans l'inconscient collectif, de se dissoudre dans le courant des symboles des autres jusqu'à s'oublier soi-même. L'âme, pour naître, a besoin de la friction de la différence. Et pourtant, nous persistons, car l'isolement, même nécessaire, est terrifiant. C'est un vide qui semble sans espoir de retour. C'est traverser un désert où le seul bruit est celui de notre propre respiration. Mais c'est dans ce silence que le vrai moi commence à se former. Quand on n'a plus besoin de feindre, quand on peut se contredire sans crainte, quand le rire jaillit spontanément, alors l'esprit renoue avec ses origines. La boue brûlante de l'approbation sèche, et il ne reste que le sol ferme de l'authenticité. Mais pourquoi est-il si difficile d'y parvenir? Pourquoi, même conscients d'être prisonniers de ce groupe, choisissons-nous d'y rester? Peut-être parce que la peur du rejet demeure un vestige ancestral. Nos ancêtres avaient besoin du groupe pour survivre. L'exclusion signifiait la mort. Et, même au XXIe siècle, cet héritage vibre encore au plus profond de nous-mêmes. Chaque « j'aime », chaque réponse, chaque approbation sociale déclenche le même mécanisme de défense biologique. L'appartenance est encore confondue avec la survie. Mais cet instinct, qui a jadis sauvé l'espèce, ne nous empêche-t-il pas aujourd'hui d'évoluer? Nous vivons à une époque où la solitude n'est plus une tragédie, mais un passage obligé. Dans toutes les villes, des milliers de personnes apprennent à vivre seules sans que cela ne les détruise. De plus en plus d'individus choisissent de vivre seuls, de voyager seuls, de dîner seuls, et découvrent que le monde ne s'écroule pas pour autant. Des statistiques étonnantes révèlent l'ampleur de ce changement. Dans plusieurs métropoles du monde, plus de 40% des logements sont déjà occupés par une seule personne. Ce qui était autrefois considéré comme un échec social est désormais un signe d'autonomie. Ce n'est plus de la solitude, c'est de la souveraineté. Mais derrière ces statistiques se cache quelque chose de plus profond. Un bouleversement symbolique s'opère. Pour la première fois dans l'histoire, les êtres humains peuvent choisir la solitude sans en mourir. Et ce choix change tout. Car lorsque la solitude cesse d'être une punition et devient une option, l'amour se métamorphose. Il cesse d'être un besoin et devient une expression. L'amour n'est plus une tentative de combler un vide, mais le débordement d'une coupe déjà pleine. Jung y verrait le signe de l'émergence d'un nouvel archétype, celui de l'être individualisé, qui aime sans posséder et qui appartient sans être dilué. Cependant,
la liberté recèle ses paradoxes. On entend de plus en plus souvent des témoignages de personnes qui, après avoir atteint une autonomie totale, ressentent une étrange mélancolie. C'est comme si l'âme, libérée de toute contrainte, découvrait qu'il lui manque encore quelque chose. Peut-être n'est-ce pas l'autre qui manque, mais le sens. Car lorsque nous n'avons plus besoin de personne, que faisons-nous de cette liberté? Où nous mène-t-elle? Que signifie aimer quand l'amour n'est plus un besoin? Une femme raconta un jour qu'après son divorce, elle avait ressenti le plus grand silence de sa vie. Ni douleur, ni euphorie, juste un vide immense. Pendant des mois, elle se réveilla sans savoir quoi faire de ce vide, jusqu'au jour où elle planta un arbre sur son balcon. Non pas pour combler le vide, mais pour donner forme à ce qu'elle ressentait. L'arbre grandit lentement, et un jour, en voyant ses feuilles s'ouvrir, elle comprit que quelque chose en elle aussi s'épanouissait. La vie ne lui offrit pas un nouvel amour, mais quelque chose de plus précieux, la sérénité de ne plus avoir besoin de lui. Carl Jung dirait que cette femme est entrée en contact avec le soi, le centre de la psyché où s'unissent le conscient et l'inconscient. C'est le point où l'amour cesse d'être un acte dirigé vers autrui et devient une qualité du soi. Lorsqu'une personne atteint cet état, elle ne recherche plus les relations pour se compléter, mais pour s'épanouir. Et toute véritable expansion est silencieuse, discrète, presque imperceptible aux yeux du monde. Mais cet amour silencieux peut-il survivre dans une culture qui se nourrit de bruit? Peut-il coexister avec la frénésie, les écrans, l'angoisse constante du regard des autres? La société moderne a transformé les relations humaines en spectacle. L'amour est devenu un contenu, l'affection une performance. Il est rare de voir deux êtres simplement être, sans besoin de prouver, de montrer ou de partager. L'intimité silencieuse est devenue presque un acte de rébellion. C'est peut-être pour cela que les rencontres les plus authentiques se produisent dans des lieux improbables. Dans un métro désert, dans une librairie sur le point de fermer, lors d'une nuit d'insomnie, devant un écran noir. Des lieux où le temps semble suspendu et où l'ego est distrait. C'est alors que l'inconscient saisit l'opportunité d'agir. Jung pensait que la vie est rythmée par les synchronicités, des coïncidences significatives, sans cause logique, mais porteuses d'une signification profonde. Combien de fois avez-vous rencontré quelqu'un qui est apparu exactement au moment où vous en aviez besoin, même sans le savoir? Combien de fois une phrase, une chanson, un geste vous ont-ils apporté la réponse que vous cherchiez? Ces moments ne sont pas fortuits. Ils sont le reflet de l'âme en mouvement dans le monde. Le lac, d'abord plein, se met à refléter des images. Et lorsqu'on apprend à voir, on réalise que la réalité tout entière cherche à nous parler. Le nombre qui se répète, le rêve qui se réalise, l'intuition juste, tout cela fait partie de ce même dialogue silencieux entre le conscient et l'invisible. Le problème, c'est que nous sommes tellement distraits, tellement pris dans la logique de la productivité, que nous oublions d'écouter. Mais quand on écoute, quelque chose change. Le monde devient plus symbolique. Chaque événement acquiert une double signification. Une perte cesse d'être une simple perte et devient une initiation. Une rencontre manquée cesse d'être un hasard et se transforme en une direction. Ce que nous appelons coïncidence devient langage. Jung disait que l'inconscient collectif communique par image et que la vie, lorsqu'on l'observe attentivement, est un texte symbolique qui s'écrit sous nos yeux. Le lac désormais n'est plus seulement plein, il est conscient. Et si le lac est conscient, qui observe qui? Est-ce nous qui contemplons la vie? Ou est-ce la vie qui nous observe, attendant le moment où nous la reconnaîtrons enfin comme un reflet? Cette inversion change tout, car soudain la liberté cesse d'être un simple choix personnel et devient une responsabilité cosmique. Tout ce que vous ressentez, pensez, créez, résonne. Le lac répond à l'immersion. Le miroir vous renvoie une image proportionnelle à votre abandon. Et c'est peut-être là la grande révélation. La solitude disparaît lorsqu'on apprend à dialoguer avec l'invisible. L'âme humaine n'est pas un fragment isolé. Elle est une vague qui, en s'élevant, met en mouvement l'ensemble. L'amour désintéressé n'est pas la fin des relations, mais le commencement d'une communion plus vaste, silencieuse et essentielle. Une communion qui ne se prouve pas, elle se vit, mais quelque chose approche. Sous cette surface calme se cache une nouvelle strate, quelque chose qui commence à vibrer au fond du lac, comme si le miroir, en s'éveillant, voulait nous révéler quelque chose de plus. Que nous demande la vie après la liberté? Que doit faire l'être éveillé de la conscience acquise? La réponse se trouve peut-être dans la prochaine plongée,
celle qui ne se cherche plus elle-même, mais le sens de toute chose. Cela ne signifie pas un manque d'engagement. Cela signifie que l'engagement est désormais volontaire et, par conséquent, plus authentique. Dans l'économie émotionnelle d'antan, la présence était une monnaie d'échange. Aujourd'hui, seuls ceux qui souhaitent rester restent. Ce simple changement démantèle des siècles de chantage affectif, de liens entretenus par la peur et l'obligation. Lorsque l'amour cesse d'être un refuge et devient un choix, l'affection prend une autre dimension, plus silencieuse, plus pure, plus réelle. Il est vrai qu'en éliminant le besoin, nous accentuons la solitude, mais nous ouvrons aussi la voie à des relations authentiques, fondées sur un désir sincère et non sur une urgence déguisée. Carl Jung écrivait que les êtres humains atteignent la maturité lorsqu'ils apprennent à reconnaître que ce qu'ils craignent le plus de perdre ne leur a jamais appartenu. C'est seulement alors que naît la liberté intérieure, l'espace où l'amour peut enfin exister sans chaîne. Mais ce nouveau contexte recèle une tension sous-jacente. Le monde moderne, tout en célébrant l'autonomie, engendre de nouvelles formes de dépendance. Nous substituons le regard d'autrui à celui des écrans. Nous troquons le besoin d'approbation intime contre celui de visibilité publique. L'ego qui cherchait jadis l'acceptation au sein de la famille aspire désormais aux applaudissements du public. Et cette quête est insatiable. L'illusion numérique crée une nouvelle prison, celle de la réflexion perpétuelle. Chaque image publiée, chaque opinion exprimée, chaque geste partagé est une tentative de réaffirmer une identité qui, au fond, craint encore de disparaître. Nous sommes-nous véritablement libérés? Ou avons-nous simplement changé la nature de nos chaînes? L'esprit humain excelle à réinventer ses propres prisons. Même ceux qui prétendent n'avoir besoin de personne finissent par être prisonniers de leur propre conception de la liberté. Jung l'avait bien compris. Il disait que l'ego, lorsqu'il tente de s'affranchir à l'excès, crée un nouveau masque, celui du libre. C'est le paradoxe de l'émancipation. Nous pouvons devenir esclaves de notre propre autonomie. Le véritable détachement n'est pas une fuite, c'est la sérénité. C'est être capable d'être parmi tous, sans se perdre. Mais y parvenir exige plus que du courage. Cela requiert une vigilance constante. L'ego aime se déguiser en sagesse. Et lorsque cette prise de conscience survient, quelque chose se brise en nous. Le masque de l'indépendance tombe, révélant l'être humain à nu, pris entre le besoin et le vide. À cet instant, beaucoup ressentent le vertige. La liberté, qui semblait jadis un accomplissement, dévoile son autre visage. Une solitude radicale. Aucune théorie, aucun discours spirituel ne prépare à ce moment où l'on regarde autour de soi et où l'on réalise que personne ne marche véritablement à nos côtés. Que toutes les présences sont parallèles, jamais identiques. Que, malgré tout l'amour qui existe, il subsiste une limite invisible entre les consciences. Le lac est plein, mais chaque poisson nage sur son propre axe. Et c'est là que le danger commence. Certains, arrivés à ce point, reculent. Ils retournent à leurs vieilles habitudes, préférant le confort de l'illusion. Ils renouent avec d'anciens liens, feignant d'ignorer ce qu'ils ont découvert. D'autres, en revanche, persistent. Et plus ils avancent, plus la réalité se déforme. Les coïncidences s'intensifient. Les rêves deviennent des messages. Les bonnes personnes apparaissent au moment précis. C'est comme si le monde se mettait à répondre à un langage oublié. Jung appelait cela la synchronicité, le point de rencontre entre l'inconscient individuel et l'inconscient collectif. Lorsque cela se produit, l'individu éveillé perçoit quelque chose d'effrayant. La vie l'observe. C'est à cet instant précis que le lac reflète votre regard. L'existence tout entière semble conspirer à éprouver votre compréhension profonde de la liberté que vous avez implorée. C'est le tournant. La réalité se met à agir comme un miroir vivant, révélant les vestiges d'attachement, de vanité et de peur. Les situations se répètent sous de nouveaux visages. Les gens reviennent sous d'autres noms. Le destin ne punit pas, il insiste, car ce qui n'est pas appris est revécu. La liberté est une école sans diplôme, et chaque leçon a un prix, ce à quoi vous n'êtes pas encore prêt à renoncer. Un homme raconta un jour qu'après des années de découverte de soi et d'isolement volontaire, il pensait avoir surmonté la peur de la perte. Il se sentait comblé, détaché, libre, jusqu'à ce qu'un accident lui arrache, de façon inattendue, le seul être qu'il n'avait jamais considéré comme irremplaçable, son fils. Aux funérailles, il ne pleura pas. Assis en silence,
Il contemplait le cercueil comme on assiste à la fin d'une époque, et quand tous furent repartis, il tomba à genoux. Là, seul, il comprit que sa liberté n'était encore qu'une idée, non une expérience. Il découvrit qu'il existe des amours qui ne sont ni perdus, ni choisis, seulement honorés. La douleur ne le détruisit pas, mais elle le bouleversa suffisamment pour révéler quelque chose de plus grand, la compassion. Des années plus tard, il confia avoir appris ce jour-là ce que Jung appelait l'amour du destin. Non pas un amour romantique ni un amour spirituel, mais un amour qui accepte la réalité, même quand elle saigne. Voici l'épreuve ultime de la liberté. Aimer sans vouloir changer ce qui est. Aimer sans exiger que le monde soit juste, beau ou compréhensible. Aimer ce qui arrive, même la douleur. Car à ce stade, la liberté se mue en abandon. Et l'abandon est le geste le plus difficile pour ceux qui ont passé leur vie à tenter de s'affranchir. Lorsque l'être s'incline devant ses propres limites, l'ego se dissout complètement. Le lac, enfin, déborde. Et de ce débordement naît quelque chose de nouveau. Une conscience qui n'est plus individuelle. Mais l'humanité est-elle prête pour cette étape? Que se passe-t-il lorsque le moi réalise que son histoire personnelle n'est qu'un fil dans une vaste toile de signification? Que la douleur elle-même fait partie d'un ordre plus grand, invisible, mais nécessaire. C'est à ce moment que beaucoup confondent illumination et folie, car le raisonnement linéaire ne peut expliquer ce qui commence à se produire. Les frontières entre intérieur et extérieur s'estompent. La pensée devient matière. Le désir se manifeste sous forme, et la vie semble écrite par une intelligence qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Carl Jung décrivait cela comme le retour au centre. L'individu cesse d'être un fragment et redevient un symbole. Tout ce qu'il a vécu, chaque perte, chaque peur, chaque amour, s'intègre à une mosaïque parfaite. C'est le moment où l'être humain cesse de chercher un sens et devient le sens lui-même. La conscience s'élargit non pas en acquérant plus de connaissances, mais en acceptant davantage. C'est à cet instant que la tension entre l'humain et le divin se résout, non par miracle, mais par l'intégration. Le lac et le miroir ne font plus qu'un, mais le chemin qui y mène est périlleux. Le risque de ne jamais revenir est bien réel. Nombreux sont ceux qui perdent pied lorsqu'ils réalisent que la réalité est fragile, que le contrôle n'est qu'une illusion, que tout est symbolique. Certains se réfugient dans leurs croyances, d'autres dans le déni, tentant d'échapper au poids de la révélation. Mais ceux qui surmontent la panique découvrent ce qui a toujours été caché. Le sens de la liberté réside dans le service. L'autonomie, lorsqu'elle atteint sa pleine maturité, se mue en dévouement. L'individu libre ne s'isole pas. Il contribue, non par devoir, mais par une énergie débordante. Et c'est ici que l'histoire prend un nouveau tournant. L'être, désormais conscient, recommence à vivre au monde. Il redécouvre le groupe, mais avec un regard neuf. Il n'a plus besoin d'applaudissements, mais comprend l'importance du collectif. Il ne cherche plus l'approbation, mais offre sa présence. Il est le même, mais quelque chose a changé. L'âme qui voulait fuir la fange comprend maintenant que le lac plein n'a de sens que lorsqu'il reflète le ciel. La liberté sans but n'est qu'exil. Le but, c'est l'amour sans besoin, celui qui demeure même quand tout a disparu. Et alors se pose la question ultime, celle qui précède la conclusion. Que se passe-t-il lorsqu'un être libre décide d'aimer à nouveau, sachant que l'amour ne le complète pas, mais le consume? Cette question restera en suspens jusqu'au tout dernier moment, lorsque le lac se transformera enfin en océan. Il a poussé cette idée à l'extrême. Pour lui, vivre en esprit libre signifiait non seulement rompre avec la morale de la majorité, mais aussi créer de nouvelles valeurs, même si personne ne les comprenait. Carl Jung disait que le véritable chemin de l'âme est celui que personne ne peut parcourir à votre place. C'est la voie qui s'ouvre lorsque vous cessez de vous demander ce que le monde attend de vous et que vous commencez à écouter ce que la vie vous demande. Et la vie demande toujours quelque chose. Parfois le silence, parfois le mouvement, presque toujours du courage. Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment, écrivait un penseur. Mais pour trouver ce pourquoi, il faut d'abord abandonner tous les comment qui nous ont été imposés. Cela inclut le désir enfantin d'être aimé de tous, la quête des applaudissements, le besoin de faire ses preuves. C'est seulement alors que naît l'individu qui vit en accord avec lui-même, au lieu de suivre inconsciemment les schémas hérités. Il ne s'agit pas de mépriser les relations, mais d'apprendre à aimer sans se perdre, à coexister sans se trahir. L'accomplissement ultime de ceux qui n'ont besoin de personne n'est pas l'isolement, mais la plénitude.
C'est être capable d'être avec quelqu'un sans disparaître, savoir partir sans se fragmenter. C'est là que le lac devient océan. L'eau désormais n'est plus un miroir, mais l'immensité. On se dissout sans disparaître, on s'épanouit sans se perdre, on touche le monde sans être contaminé. C'est une liberté ardue, solitaire, presque indicible, mais c'est la seule qui permette une vie authentique. En fin de compte, ne pas être aimé est un risque, mais se mentir pour être accepté est une condamnation. Et c'est là que le voyage s'achève, non comme une fin, mais comme un commencement. Car comprendre la liberté n'est que le premier pas. Ce qui compte, c'est de la vivre. C'est appliquer au tumulte du quotidien ce qui a été découvert dans le silence des idées. C'est transformer la compréhension en action, l'intuition en pratique, la connaissance de soi en présence. Carl Jung pensait que toute connaissance psychologique doit s'incarner. Elle doit quitter l'esprit et entrer dans la chair, le temps, l'action. Sans cela, la sagesse n'est qu'illusion. Le défi est donc simple et immense. Commencez dès aujourd'hui. Fermez les yeux un instant et demandez-vous, combien de décisions dans votre vie ont été motivées par la peur? Combien de choix avez-vous fait pour plaire à quelqu'un, pour maintenir un rôle, pour préserver une image? Que se passerait-il si, ne serait-ce qu'une journée, vous disiez simplement ce que vous pensez, ressentiez ce que vous ressentez et cessiez de négocier votre vérité? Essayez. Le monde réagira peut-être. Certains prendront leur distance, mais quelque chose en vous s'harmonisera. Et cette harmonie est le premier signe d'une âme qui s'éveille. Il n'y a ni formule, ni méthode. Il n'y a qu'une seule disposition, celle de s'observer avec sincérité. En s'observant sans jugement, on prend conscience de la fréquence à laquelle on répète des schémas qui ne nous appartiennent pas. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre. Le moment où l'inconscient révèle tout ce que l'ego a tenté de dissimuler. Ce n'est pas agréable, mais c'est libérateur. À chaque vérité affrontée, une part de notre énergie nous est rendue. Et peu à peu, on se reconnecte à l'essentiel. L'essentiel est simple, être. Quand on apprend à être présent, le temps s'étire, la peur s'estompe et l'amour devient naturel. Non pas un amour idéalisé, qui exige la réciprocité, mais un amour qui est un état de conscience. Un amour qui n'attend rien, qui ne réclame rien en retour, qui existe simplement parce que vous existez. C'est cet amour qui soutient le monde, même quand il semble s'effondrer. L'amour comme présence lucide. Voilà la synthèse de tout le cheminement intérieur. La vie ne consiste pas à éliminer la souffrance, mais à comprendre ce qu'elle révèle. Chaque douleur est une porte, chaque perte, un rappel, chaque silence, une invitation. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était pas une erreur, mais un apprentissage. Chaque blessure vous a enseigné quelque chose que vous n'aviez peut-être pas encore compris. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que même les épreuves vous ont poussé vers une forme d'éveil. L'inconscient est d'une précision implacable. Il ne détruit que ce qui est faux. Alors, quand tout s'écroule, rendez grâce en silence. Quand quelqu'un part, souhaitez-lui la paix. Quand la solitude revient, accueillez-la comme une vieille amie. Ces moments ne sont pas des punitions, mais des purifications. Ils sont la façon dont la vie se réorganise pour vous ramener à vous-même. À chaque lâcher-prise, un peu plus de lumière pénètre. À chaque perte, une vérité se révèle. Et un jour, soudain, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous accrocher à quoi que ce soit. L'amour circule, la peur se dissout, et il ne reste que la présence. Mais maintenant, que faire de tout cela? Comment vivre autrement, plus consciemment, plus pleinement? Commencez par de petits pas. Observez vos gestes, vos habitudes, vos réactions. Lorsque vous ressentez le besoin de plaire, arrêtez-vous et respirez. Lorsque vous avez peur de prendre position, respirez à nouveau. Lorsque le silence vous semble insupportable, écoutez ce qu'il a à vous dire. Chaque instant est un miroir. La vie n'est pas contre vous, elle vous parle. Et si vous écoutez attentivement, vous comprendrez que tout ce qui arrive est une tentative de l'existence pour vous éveiller à quelque chose de plus grand. Carl Jung disait que le sens de la vie est de devenir pleinement soi-même. C'est la tâche la plus simple et la plus difficile au monde. Simple, car la vérité est déjà en nous. Difficile, car tout autour de nous cherche à nous en détourner. Mais c'est possible. Et lorsque l'on commence à vivre en harmonie avec son âme, la réalité se transforme. Les bonnes personnes arrivent. Des opportunités s'offrent à nous. Le temps semble s'aligner. Ce qui était autrefois lutte devient fluidité. Ce qui était autrefois douleur devient force.
Ce qui était autrefois solitude devient foyer. En définitive, voici le message. Nul besoin de personne pour être entier. Et c'est précisément pour cela que l'on peut aimer le monde plus profondément. L'indépendance ne nous sépare pas, elle nous unit plus largement. La véritable liberté n'est pas l'absence de lien, mais la présence sans dépendance. Et c'est ce que nous enseigne le lac plein. Lorsque l'âme déborde, l'amour devient un océan. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous s'est lassé du bourbier du besoin et aspire à la clarté du lac. Vous faites partie d'une minorité lucide, courageuse et infatigable. Des personnes qui préfèrent la vérité à l'illusion, le silence à la distraction, l'authenticité à l'approbation. C'est pourquoi cette chaîne existe, pour vous rappeler qu'il existe d'autres personnes comme vous, même invisibles, même dispersées, toutes unies par cette même quête silencieuse de sens. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire, une phrase, une confession, même un symbole. Même anonymement, votre présence renforce ce courant de conscience qui grandit chaque jour. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour nous accompagner dans ce cheminement vers la connaissance de soi et la liberté intérieure. C'est plus qu'un simple engagement, c'est un geste symbolique, un oui à votre propre transformation. Rien de ce qui est dit ici n'a de sens si ce n'est pas vécu. Alors, allez-y, fermez la vidéo, respirez profondément et faites ce qu'il y a à faire. Dites non là où vous disiez toujours oui. Gardez le silence là où vous vous justifiez sans cesse. Choisissez-vous là où vous vous oubliez toujours. Et quand la vie vous paraît sombre, souvenez-vous, la lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle naît au moment où vous cessez de vous fuir. Le lac est plein et vous savez déjà y nager. À bientôt pour la prochaine plongée.